rentrer dans le vif du sujet avec comme illustration cette expérience qui a été publiée dans la revue Nature en 1995, il y a un certain temps, qui montrait des différences entre les sexes dans les aires du langage. Et cette expérience en IRM, pendant un test de langage, donc, a révélé que pendant ce test, les hommes activaient un hémisphère et les femmes activaient deux hémisphères. On notera que cette expérience a été réalisée sur un petit échantillon, seulement 20 sujets, mais néanmoins, les auteurs de cette étude en ont conclu que l'IRM permet d'expliquer pourquoi les femmes sont plus douées pour le langage que les hommes. Alors bien sûr, depuis 1995, il y a eu de nombreuses études consacrées à la comparaison des aires du langage chez les femmes et chez les hommes. Et si l'on fait une méta-analyse, c'est-à-dire qui rassemble l'ensemble de ces études avec cette fois-ci un échantillon important de femmes et hommes testés, là environ 2000, le résultat montre que statistiquement parlant, on ne trouve pas de différence entre les sexes dans la répartition des aires du langage. Donc cette observation est intéressante parce qu'elle montre que très souvent, quand un grand nombre de sujets est examiné, les différences entre les sexes qu'on a pu noter parfois sur des petits échantillons, eh bien, avec un gros échantillon, ces différences sont souvent réduites ou disparaissent. Alors, nous allons voir pourquoi. Dans cette expérience, on a demandé à des sujets de faire un calcul mental et on a regardé ce qui se passe dans leur cerveau. Et les sujets qu'on a sélectionnés sont des personnes qui ont tout aussi bien réussi le calcul mental dans les mêmes temps avec les mêmes scores. Et on peut voir que dans le groupe des femmes, cette personne active plutôt des régions antérieures du cerveau, celle-ci plutôt des régions postérieures, et on peut noter ce même type de variabilité dans le groupe des hommes. Donc cela montre en fait que pour arriver à un même résultat dans le calcul mental, chaque personne a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour arriver à faire le calcul mental. Et donc, en conséquence, la variabilité que l'on peut observer entre les cerveaux de personnes d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité entre les sexes. Donc ça, c'est un type de variabilité dans le fonctionnement du cerveau, mais on en a tout autant dans l'anatomie du cerveau. Sur ces images en IRM, vous pouvez constater que le chemin des circonvolutions cérébrales, c'est-à-dire tous ces sillons qu'on voit à la surface du cortex, eh bien, toutes ces circonvolutions ont des cheminements différents. Et également, ce que vous voyez en blanc, ce sont les vaisseaux sanguins. Eux aussi, ils ont des trajets différents. Donc, nous avons toutes et tous des cerveaux différents, indépendamment du sexe. Donc la question maintenant qui se pose est celle d'essayer de comprendre d'où cela vient, toute cette diversité. Le cerveau humain est constitué d'environ 100 milliards de neurones, et ces 100 milliards de neurones sont reliés entre eux par des connexions qu'on appelle des synapses, qui sont de l'ordre de 1 million de milliards. Cela signifie que chacun de nos 100 milliards de neurones est relié en moyenne à 10 000 autres, ce qui quand même illustre l'immense complexité du cerveau. Or, il s'avère que la grande majorité des connexions entre les neurones, les synapses, se forment après la naissance. Et c'est donc sur la réalisation, la fabrication de tous ces circuits entre les neurones, de toutes ces connexions, que l'environnement et les apprentissages vont jouer un rôle très important. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette capacité du cerveau réellement à se façonner concrètement en fonction des expériences de vie et des apprentissages. Et comme chaque être humain a sa propre histoire qui est singulière, cela explique pourquoi nous avons toutes et tous des cerveaux
différents. Alors cette notion de plasticité est bien illustrée grâce aux études en IRM. On a regardé le cerveau des pianistes professionnels, ce sont des personnes qui ont commencé l'apprentissage du piano très tôt et qui continuent à s'exercer bien sûr à l'âge adulte. Et chez ces personnes, il y a un épaississement du cortex cérébral dans les régions qui contrôlent la coordination des mains et l'audition. Et ce phénomène d'épaississement est lié très probablement à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et le point intéressant, c'est que l'épaississement, en fait, est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Alors cette plasticité, elle existe également largement à l'âge adulte. Dans cette expérience, on a demandé à des étudiants d'apprendre à jongler avec 3 balles. Au bout d'environ 3 mois, ils sont capables de bien maîtriser le jonglage. Et en fait, 3 mois suffisent pour entraîner ce phénomène d'épaississement dans le cortex cérébral, dans les régions qui contrôlent la coordination des avant-bras et la vision. Et si ces étudiants qui viennent tout juste de devenir jongleurs, s'ils cessent de s'entraîner et qu'ils perdent leur capacité à bien jongler, on s'aperçoit que les régions qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc cela vous illustre cette notion de plasticité qui fait que les changements d'épaisseur du cortex cérébral peuvent être réversibles dans certaines situations quand la fonction n'est plus sollicitée. Cette diapositive illustre un cas particulièrement intéressant et très étonnant d'un homme de 44 ans, marié, père de 2 enfants, menant une vie professionnelle normale, qui se plaignait d'une sciatique. Il est donc allé consulter à l'hôpital de la Timone à Marseille et l'examen IRM a révélé que, en l'occurrence, son crâne était essentiellement rempli de liquide, c'est ce qu'on voit en noir, et que son cerveau était en fait réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne. Alors bien évidemment, on a posé des questions à cette personne qui, en l'occurrence, à la naissance, souffrait d'hydrocéphalie. Donc dans ce cas, ça veut dire qu'il y a trop de liquide dans le cerveau du bébé. Dans ce cas, donc, on pose un drain à la base du crâne pour évacuer le liquide en excès. Et en fait, dans ce cas, le drain s'est bouché et progressivement, au cours des années, la pression du liquide a gentiment poussé le cerveau sur les parois du crâne. Et tout ça s'est passé sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne qui ne s'est jamais doutée de rien. Donc, on peut dire, sans exagérer, que c'est un joli cas de plasticité cérébrale qui n'est en fait pas si rare parce que maintenant, avec la multiplication des examens par l'IRM, on trouve de plus en plus de personnes qui ont des cerveaux avec des formes un peu bizarres et qui néanmoins vont très bien. Alors cette expérience, en fait, elle est aussi intéressante, enfin c'est pas une expérience, ce cas est particulièrement intéressant parce qu'il nous permet aussi de mettre l'accent sur une question absolument fondamentale pour nous, neurobiologistes, qui est celle d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. À l'heure actuelle, on est totalement incapable de comprendre comment un cerveau avec une forme aussi incroyable est capable d'assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal. Et ce cas illustre également le fait qu'il n'existe pas de lien direct entre la forme du cerveau et les aptitudes intellectuelles. Et on peut imaginer que si ces images du cerveau avaient été connues pendant l'enfance du patient, il aurait été étiqueté comme futur handicapé mental, avec toutes les conséquences de stigmatisation et de souffrance que cela aurait pu entraîner chez cette personne. Alors cette notion de plasticité cérébrale qui est vraiment très importante à garder en mémoire, elle va nous aider à réfléchir sur les études en IRM qui
qui sont consacrés à la comparaison des cerveaux des femmes et des hommes. Vous comprenez bien que le fait de voir des différences cérébrales entre les sexes ne signifie pas que ces différences étaient présentes à la naissance, ni même qu'elles vont y rester gravées. Un examen en IRM, en fait, c'est un cliché instantané de l'état du cerveau d'une personne à un moment donné, donc, et cette image en IRM ne donne pas d'informations sur l'origine des différences lorsque l'on en voit. Et malgré donc toutes ces connaissances qui sont largement étayées par de très nombreux travaux, il existe hélas toujours des biais dans l'interprétation des différences cérébrales entre les sexes qui souvent confortent les stéréotypes sur les différences soi-disant de nature entre les sexes dans les aptitudes cognitives et les comportements. Alors ce genre de travers n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, on cite souvent Paul Broca, qui avait à l'époque fait des travaux particulièrement intéressants pour explorer les cerveaux. Broca avait noté que les cerveaux des femmes pesaient un petit peu moins lourd que celui des hommes, mais sa déclaration était quand même un petit peu orientée, puisqu'il déclarait « On s'est demandé que si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps, pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. » Alors maintenant, au XXIe siècle, que sait-on de ces questions-là? Alors les moyennes statistiques montrent, concernant le volume du cerveau, montrent que les hommes environ ont un volume de cerveau supérieur de 10% en gros par rapport à celui des femmes. Et si on fait le rapport entre le volume du cerveau et la taille du corps, la carrure, la différence existe toujours, elle est de 6 à 8%. Un certain nombre d'études se sont penchées sur la comparaison des structures internes du cerveau. En particulier, elles ont mesuré la forme des structures internes et aussi la quantité de matière blanche et de matière grise. Il existe en particulier un travail intéressant, une méta-analyse qui a été faite sur plusieurs études rassemblant donc un gros échantillon de 4000 femmes et hommes testés. Et cette étude montrait que les femmes ont en moyenne un peu plus de matière grise et les hommes un peu plus de matière blanche. Et évidemment, je vous laisse imaginer les nombreuses spéculations qui ont été faites à partir de cette observation pour expliquer les différences d'aptitude, de personnalité, de goût, etc. entre les femmes et les hommes. En fait, ce résultat a été remis en question par des études ultérieures, parce que quand on s'intéresse à ces questions-là, il est très important de prendre en compte le volume du cerveau. Si l'on fait le rapport entre les volumes de matière grise et blanche et le volume total du cerveau, en fait, il s'avère que les différences entre les sexes se trouvent éliminées. La taille du cerveau, en fait, est le paramètre majeur et non pas le sexe pour expliquer les différences entre les femmes et les hommes dans les volumes de matière grise. C'est-à-dire que si on compare des femmes et des hommes dont le volume du cerveau est identique, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence entre les proportions de matière grise et de matière blanche. Bien sûr, je parle de différences statistiquement significatives. Alors cette diapositive illustre une expérience qui a été, enfin une étude qui a été publiée il n'y a pas longtemps, en 2014, dans un journal prestigieux, les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines. Et cet article montrait des différences entre les sexes dans les connexions du cerveau. Cette image est issue de l'article original. Et vous pouvez observer que dans le cerveau des hommes, il existe des connexions en bleu verticales à l'intérieur de chaque hémisphère, alors que chez les femmes, vous avez des connexions horizontales
entre les deux hémisphères qui ont été marqués ici en orange. Je pense qu'ils n'ont pas osé utiliser le rose. Alors il faut quand même voir que ces images qui ont été à la une de très nombreux journaux, magazines, ont été largement médiatisées. En fait, ces images, elles sont trompeuses. Elles sont trompeuses parce qu'elles laissent croire que les traits que vous voyez là sont des vraies fibres nerveuses, sont des vraies connexions. En l'occurrence, ce sont des traits qui relient des points. Et chaque point correspond à des probabilités de connexion. Donc en fait, c'est un traitement logiciel qui conduit à calculer des probabilités de connexion, mais ce ne sont pas des vraies connexions. Parce qu'il est quand même bien évident que les hommes ont aussi des connexions dans ce sens-là, et que les femmes ont aussi des connexions dans ce sens-là. Mais évidemment, pour un public non averti, ou pour parfois des journalistes qui doivent faire un article très rapidement, eh bien, on n'a pas toujours le temps d'aller regarder la méthodologie et de se rendre compte que cette représentation induit quand même un petit peu en erreur. Et ce qui est intéressant dans cet article, entre guillemets, c'est que la conclusion était que les cerveaux masculins sont structurés pour coordonner la perception et l'action, tandis que les cerveaux féminins sont faits pour coordonner l'analyse et l'intuition. Donc nous allons procéder ensemble à une analyse critique de cette conclusion. Déjà, dans l'étude en question, il n'y a pas de tests comportementaux qui ont été réalisés qui permettent de relier les observations à des scores dans un test comportemental. Donc il s'agit de pure spéculation sur la signification fonctionnelle des soi-disant différences de connexion. D'autre part, dans cet article, on est quand même assez surpris, quand on le lit avec attention, de voir qu'à aucun moment il n'est question de plasticité cérébrale. Or, on sait que la majorité des connexions se fabriquent après la naissance et que c'était un paramètre particulièrement pertinent à mettre en évidence dans l'exposé des résultats. Et point aussi intéressant, entre guillemets, c'est que la même type d'étude avec la même méthodologie, donc parue dans cet article, a été faite sur les enfants entre les âges de 8 et 13 ans. Et là, on ne voit pas de différence dans les probabilités de connexion entre les garçons et les filles. Donc, quelque part, cet article démontre merveilleusement bien l'effet de l'expérience vécue dans la façon dont les connexions ou les probabilités de connexion vont opérer. Or, curieusement, c'est une interprétation pas du tout qui correspond au résultat qui a été donné, puisque c'est l'origine innée des différences entre les sexes qui a été privilégiée en accord justement avec ces stéréotypes essentialistes de la complémentarité des sexes. Donc on peut dire que nous avons un joli cas d'école de l'interférence entre idéologie et pratique scientifique. On est quand même en 2014. Bon, l'article a quand même été très mal perçu dans la communauté scientifique. Il y a eu de très nombreux débats sur Internet parce que quand même sa publication n'aurait peut-être pas été la meilleure à faire dans un journal aussi prestigieux que PNAS. Et en plus, tous ces résultats, ultérieurement, ont été complètement démentis et invalidés parce que l'étude en question n'avait pas pris en considération le volume du cerveau. Et à nouveau, si on prend en considération le volume total du cerveau, les différences de connexion entre les filles, les femmes et les hommes disparaissent. Donc ces différents exemples vous montrent justement l'importance de certaines limites et certaines dérives dans l'imagerie cérébrale en IRM quand il s'agit de comparer les cerveaux des femmes et des hommes, avec des risques de biais méthodologiques qui sont liés souvent à la taille des échantillons. Il est très important d'avoir une reproductibilité des observations et aussi de procéder donc à des méta-analyses pour essayer de tirer des conclusions fiables. Il y a aussi des risques de biais, on l'a vu dans l'interprétation des différences cérébrales entre les sexes.
qui doivent évidemment prendre en compte l'influence du genre et de l'expérience vécue dans la construction du cerveau, et également, point très important, inclure d'autres variables que le sexe biologique dans la comparaison des cerveaux. Ces autres variables concernent par exemple le niveau d'instruction, la profession, les modes de vie, la situation sociale. Et c'est en intégrant l'ensemble de ces variables qu'on va pouvoir espérer constituer justement des groupes de sujets qui seront plus pertinents pour la comparaison que simplement une classification selon le sexe. Alors c'est autour de ces préoccupations que s'est constitué en 2010 un réseau international dénommé Neurogenderics Network qui à l'heure actuelle rassemble des personnes, des chercheurs d'environ 13 pays qui sont spécialisés dans différents domaines, neurobiologie, médecine, sciences humaines et sociales, études de genre. Et nos objectifs sont de mener une analyse critique des recherches en neurosciences sur le sexe et le genre, et évidemment d'avoir cette réflexion dans le cadre de leur impact au niveau social et culturel. Nous organisons des colloques internationaux tous les 2 ans et nous publions également des livres et des articles. Et je vous renvoie en particulier à un numéro spécial de la revue NeuroEthics sur toutes ces questions-là qui a été publié en 2012. Alors ces sujets évidemment font partie de nos réflexions au sein du groupe Genre et Recherche en Santé de l'INSERM qui a été donc constitué en 2013. Nous menons une réflexion éthique sur les inégalités de santé entre les femmes et les hommes, en prenant en compte justement l'articulation entre les facteurs biologiques, sociaux, culturels et économiques. Notre objectif est également de faire un travail pour sensibiliser les chercheurs et les médecins pour prendre en compte les interactions entre le sexe et le genre dans les pratiques de recherche et de clinique. Nous avons rédigé des guides de recommandations pratiques à cet effet concernant la neuroimagerie et les maladies cardiovasculaires. D'autres sont en cours de rédaction. Nous avons eu également comme souci de sensibiliser le grand public grâce à la série de clips vidéo dont vous avez eu quelques échantillons. Et je vous signale également l'apparition de ce livre rédigé avec ma co-auteure Muriel Salle, qui s'appelle Femmes et santé, encore une affaire d'homme.